Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. Le port du masque ou le lavage systématique des mains semble ne plus être une obligation pour certains Béninois. Il s'agit là du relâchement dans le respect des gestes barrières contre la Covid-19. Nous en parlerons dans cette édition. Les populations de Godomé-Togoudou ont des difficultés d'accès à l'énergie électrique. Des citoyens de cette localité sont obligés d'opter pour le système d'étoiles d'araignée. Et puis, ouverture ce mardi du procès en destitution de Donald Trump, une procédure à laquelle l'ancien président américain devrait une fois encore échapper. Bienvenue dans ce journal. La campagne électorale pour le compte du scrutin présidentiel du 11 avril 2021 démarre le 26 mars prochain. Quelques citoyens béninois interrogés sur le déroulement de cette campagne donnent ici leur avis. Écoutez-les au micro de Samson Oké et Jean-Baptiste Boko. En tant que citoyen béninois, j'aurais souhaité que ça se passe dans le calme, que ça soit pas une campagne présidentielle avec violence, que ceux-là qui doivent être retenus soient retenus, qu'ils aillent vers la population pour démontrer ce qu'il peut faire de plus que celui qui vient de gouverner le pays pendant 5 ans. Nous avons vu tout ce qu'il a fait, donc que ça ne soit pas trop campagne médiatique, mais il faudrait qu'ils aillent vers la population pour leur dire ce qu'ils peuvent faire de plus. Et que ça soit vraiment une campagne dans la paix. C'est vrai, la campagne s'ouvre le 26 mars, normalement. Et je voudrais que ça soit une campagne de proximité. Vous savez, en 5 temps de Covid-19, tout est contraint. Donc, on n'a qu'à essayer de respecter un peu ces mesures barrières. Un peu, hein. Je sais qu'on ne peut pas tout respecter. Parce que Dieu nous aime, on est un peu épargné. Mais néanmoins, on peut faire un petit effort. Et pour respecter avec les masques. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de grands meetings, de grandes foules. Donc, et que chacun présente son projet de société, son programme, comment il entend gérer ce pays-là. Et ce que nous voulons le plus, c'est qu'il peut un développeur, un bon gestionnaire. Nous, on ne veut pas celui qui va venir faire règlement de compte. Et le social. Et en tant qu'observateur politique, moi je voudrais lancer un appel au gouvernement, président Patrice Talon, avec respect que je le dois beaucoup, monsieur le président. Je pense que en 2021, on doit aller aux élections présidentielles le 11 avril. Je pense que moi je veux qu'en tant que citoyen béninois, en tant qu'observateur politique, moi je veux qu'on doit aller aux élections dans la paix, avec cohésion. Moi c'est ça que moi je veux. Les candidats n'ont qu'à sortir leur projet de société comme ils ont fait pour Communal 2020. Les gens font sortir leur projet de société quand ils ont convaincu les Béninois. Les Béninois sont rentrés dans une pour voter. La pandémie du coronavirus sévit toujours dans le monde, surtout avec la découverte des variants britanniques et sud-africains. Au Bénin, le respect des gestes barrières n'est plus de mise. C'est du moins le constat fait par Laurette Kankangbe et Denis Marouya dans la commune d'Abomey-Calavi. Dans le but de contenir la crise sanitaire relative au coronavirus, le gouvernement béninois a pris une série de dispositions. Entre autres mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19, les gestes barrières obligatoires rappelés à longueur de journée sur les médias et différents canaux de communication sur tout le territoire national. Mais après quelques mois d'application des mesures et barrières pour lutter contre la Covid-19 au Bénin, on observe un relâchement dans certaines villes. C'est le cas de la commune d'Abomey-Calavi. On est fatigué de pratiquer les mêmes mesures. En fait, oui, moi-même, ça m'arrive parfois d'oublier le masque. Pour être franc avec vous, parfois on le porte pour éviter d'être arrêté.
Pour certains citoyens rencontrés, les gestes barrières sont difficiles à respecter. C'est une période un peu compliquée pour tout le monde. Et le port du masque, les gestes barrières et puis laver les mains à chaque fois, ce n'est pas dans nos habitudes. Donc il arrive des fois qu'avant de sortir de la maison, on oublie le masque, on est obligé de prendre ça au bord de la... C'est un peu compliqué, je n'arrive pas à respecter ça tous les jours. Différents arguments justifient ce non-respect des gestes barrières. Au marché d'Akasato, certaines vendeuses se disent fatiguées du port des masques. Moi ici, je ne crois pas que la maladie existe. Ils ont dit que les gens sont morts, mais je vais voir ceux qui sont décédés avant de croire. Personne n'est mort dans mon entourage. Je suis fatiguée du port de masque. Je l'ai mis depuis le matin, mais tout mon visage me brûle et ça me gratte. J'ai dû l'enlever. Pendant ce temps, d'autres s'y conforment. Nous les IM, respectons les consignes données par le gouvernement, plus que tout le monde. Tu vois n'importe quel ZIM, il a le masque sur son visage. On le dit à tous les clients qu'on veut prendre. Si un client ne met pas son masque, on ne le... Je suis venu en vacances, ça fait à peine une semaine. Mais je constate que c'est bien géré à Cotonou, précisément au Bénin. Donc je peux dire que je félicite le ministre de la Santé de ce qu'il a mis en place à l'aéroport de Cotonou, à notre arrivée et puis au départ. Une note positive tout de même dans les administrations publiques et structures privées. Toutes les dispositions prises les citoyens sont résolument. Les populations de Godo-Metogoudo dans la commune d'Abo-Mekalavi sont confrontées au problème de manque d'énergie électrique. Certains de ces citoyens sont obligés d'installer anarchiquement des fils électriques communément appelés toiles d'araignée. Suivez le reportage de Aristide Setti et Damien Pedro. Nous sommes dans un cadre aux apparences plus ou moins agréables. Les citoyens y sont quasi résilients. Bougies, lampes, lampions permettent jusqu'ici de repousser les limites de l'obscurité quand tombe la nuit. J'ai constaté aussi, qu'il y a les propriétaires de beaucoup de maisons qui n'aiment pas allumer la lumière devant leur maison. S'ils peuvent le faire aussi, ça peut empêcher les voleurs aussi de circuler facilement dans le quartier. Bienvenue à Godo-Metogoudo, l'une des précieuses localités de la commune d'Abo-Mekalavi, à la lisière de la capitale économique Cotonou. Pour s'offrir l'énergie électrique, les habitants se doivent d'installer pêle-mêle du bois et fils électriques de fortune, bafouant toutes règles et normes à la matière. Actuellement, là maintenant, on a besoin de l'électricité, de la lumière. Nous avons besoin de la lumière. La lumière. Je vais commencer par le problème de l'électricité qu'on a. Nous n'avons pas de poteaux électriques dans notre zone, particulièrement à Togudo, dans Godo-Metogoudo, quoi. Les autochtones lancent un appel aux autorités pour l'électrification de Godo-Metogoudo. Je suis en train d'appeler les autorités pour qu'ils nous viennent au secours, qu'ils nous aident à trouver de poteaux électriques. Je vais leur demander de penser à nous parce que nous avons besoin d'eux. Il faut qu'ils... par exemple, maintenant, on est en train de parler d'électricité, par exemple. Et si on en a eu, ce serait grâce à eux. Et si on n'en a pas aussi, ce serait de leur faute. Les autorités en charge de distribution de l'énergie au Bénin sont invitées à voler au secours de cette localité phare de l'arrondissement de Godomé, commune d'Abo-Mekalavi, pour le plein épanouissement des habitants. Rendons-nous maintenant dans la commune de Zé où le stade communal végète dans l'insalubrité. Il est apparemment inexploité. Notre correspondant à Zé, Amel Sefouadibi, nous explique comment cette infrastructure sportive communale est abandonnée. Absence d'initiative de compétition, banalisation du sport et des activités de la jeunesse dans le budget communal, un comité sportif inactif et un stade abandonné aux animaux. Autant de mots qui, selon les juges, expliquent l'état dans lequel se trouve le stade communal de Zé, dont les travaux de construction sont inachevés depuis plusieurs années. Selon certains habitants, ce stade sert parfois de cadre aux réceptions ou aux autres cérémonies festives. Aujourd'hui,
il est devenu un réceptacle de déchets solides ménagers, d'excréments d'animaux, des nuées de mouches. L'odeur sur les lieux et dans ses environs est insoutenable quand il fait chaud. Joint au téléphone, le chef de l'arrondissement de Zère rejette la responsabilité aux jeunes qui, selon lui, devraient s'organiser pour soumettre un projet aux autorités communales. Le début des travaux de construction de ce stade remonte aux années 2000. Il s'étend sur un espace de 6 hectares. Entièrement clôturé, il demeure l'unique infrastructure sportive communautaire dans la localité. Il comprend 4 aires de jeu, un terrain de foot, une aire de jeu pour basketball, une aire de jeu pour volleyball et une aire de jeu pour handball. L'actualité hors du continent à présent, ouverture ce mardi du procès en destitution de Donald Trump, une procédure à laquelle l'ancien président américain devrait une fois encore échapper car il n'est plus à la tête des États-Unis depuis 3 semaines. Ses avocats demandent l'abandon de ce procès qu'ils jugent anticonstitutionnel. Les chefs de file du Sénat se sont mis d'accord sur la structure et le calendrier du procès. Quel est le sens de cette procédure et quels en sont les enjeux? Éléments de réponse dans ce reportage. Second procès en destitution, c'est un bien triste record que détient désormais Donald Trump. L'objet de ce nouveau procès devant le Sénat américain, les violences du Capitole le 6 janvier dernier, que le milliardaire est accusé d'avoir incité avec son discours précédant les scènes de chaos. Le jour même, les sénateurs entérinent la victoire de Joe Biden avec le comptage des votes des grands électeurs. Nous allons marcher où vous voulez, mais je pense que nous allons marcher jusqu'au Capitole. Et nous allons encourager nos courageux sénateurs et membres du Congrès. 7 jours plus tard, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, signe l'acte d'accusation entraînant la procédure d'impeachment. Il reste alors 1 semaine avant que Trump ne quitte la Maison-Blanche. Nous savons que le président des États-Unis a incité cette insurrection, cette rébellion armée contre notre pays. Il doit partir. Il est un danger évident et immédiat contre la nation que nous aimons tous. Mais alors, quel est l'intérêt d'une telle procédure alors que Donald Trump n'est déjà plus président au moment où ce procès débute? Certains évoquent le sentiment d'impunité qui pourrait habiter de futurs présidents s'il n'y a aucun jugement. Puis, au-delà de la portée symbolique, si cette destitution aboutit, elle pourrait ouvrir la voie à d'autres votes sur 2 points loin d'être négligeables. La possibilité ou non de se représenter à des fonctions. La Russie dénonce une mesure infondée et inamicable après l'annonce par l'Allemagne, la Suède et la Pologne de l'expulsion de diplomates russes. Décision prise par Berlin, Stockholm et Varsovie en représailles aux mesures similaires prises le 5 février par Moscou. En toile de fond, des désaccords autour de l'affaire Navalny. Au suivi des précisions. La décision est tombée en fin d'après-midi. Berlin, Stockholm et Varsovie décident d'expulser simultanément un diplomate russe en poste dans leur pays. Une réponse à la décision de Moscou ce vendredi d'expulser 3 employés des ambassades de Suède, de Pologne et d'Allemagne pour avoir participé à des actions illégales le 23 janvier dernier, jour où s'étaient tenues de nombreuses manifestations non autorisées en soutien à Alexeï Navalny. Réagissant dans la foulée, le ministère russe des Affaires étrangères a condamné ces expulsions. La décision prise aujourd'hui par la Pologne, l'Allemagne et la Suède est infondée et inamicale. Ces expulsions s'inscrivent dans le prolongement de la série même d'actions que l'Occident mène à l'égard de notre pays et que nous qualifions d'ingérence dans nos affaires intérieures. Des mesures qui interviennent quelques heures après une déclaration du chef de la diplomatie européenne, estimant que sa visite à Moscou le 5 février dernier avait mis à jour que la Russie ne veut pas saisir l'opportunité d'un dialogue constructif avec l'Union européenne. Étonnement au Kremlin, d'autant que Joseph Borrell évoquait lors de sa conférence de presse dans la capitale russe un dialogue ouvert et franc sur un certain nombre de sujets, dont le soutien de Bruxelles à Alexeï Navalny. Personne ne l'a limité ni dans le temps ni en termes de format. Peut-être après être revenu à Bruxelles, le chef de la diplomatie européenne a-t-il reçu des éclaircissements concernant ce sur quoi il aurait dû mettre l'accent. Mais dans ce cas-là, cela ne fait que confirmer par qui et comment est élaborée dans les faits la politique européenne. Le 22 février prochain, les ministres des Affaires étrangères de l'UE s'entretiendront pour décider d'éventuelles nouvelles sanctions contre Moscou,
Une décision qui nécessite un vote à l'unanimité des États membres de l'Union. Bruxelles reproche à Moscou de refuser d'accéder à sa demande de libération d'Alexeï Navalny, ce que la Fédération de Russie considère comme une forme d'ingérence dans ses affaires intérieures. Et puis la fronde continue en Birmanie. Des milliers de personnes manifestent contre le coup d'État du 1er février dernier. La police utilise des canons à eau et des gaz lacrymogènes contre les protestataires depuis plusieurs jours. Dans une déclaration diffusée ce lundi, la télévision d'État met en garde les protestataires. Il y a eu des violations de la loi en perturbant, menaçant les autres par la force, au sein de groupes invoquant les droits de l'homme et la démocratie comme excuse. Sans discipline, la démocratie peut être détruite. Des actions doivent être prises conformément à la loi, avec des missions efficaces contre les infractions qui troublent, empêchent et détruisent la stabilité de l'État, la sécurité publique et l'État de droit. En cause, les manifestations qui ont débuté ce samedi. Depuis, la fronde prend de plus en plus d'ampleur. Ce lundi, selon différentes estimations, des centaines de milliers de personnes se sont une nouvelle fois rassemblées à Rangoon, capitale économique du pays. Des rassemblements, notamment à l'initiative de la jeunesse, pour dénoncer la prise du pouvoir par les généraux. On voit bien que beaucoup de jeunes ne peuvent pas accepter la junte militaire. On peut même trouver des adolescents ici. Pour nous, on se joint à la manifestation ensemble avec mes enfants, mes nièces et neveux. Je soutiens les jeunes qui prennent activement part à la manifestation. Notre pays sera mieux seulement s'ils se battent contre la junte militaire. Ils doivent tous avoir ce genre de courage pour notre futur. Les mobilisations se multiplient à travers le pays et le nouveau pouvoir prend les premières mesures. La loi martiale a été décrétée dans plusieurs quartiers de Mandalay, deuxième plus grande ville du pays. Les manifestations et les rassemblements de plus de 5 personnes sont interdits et un couvre-feu est instauré de 20h à 4h du matin. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.